Le nouveau ministre des Affaires étrangères chinoise, Qin Gang, commence son mandat par un voyage d'une semaine dans 5 pays africains. C'est ce qu'a annoncé donc le ministère des Affaires étrangères. Et Qin, qui était jusqu'à récemment ambassadeur aux États-Unis, se rendra donc en Éthiopie, au Gabon, en Angola, au Bénin et en Égypte du 9 au 16 janvier. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole Wang Wenbin lors d'un point de presse quotidien. En Égypte, qui rencontrera également le secrétaire général de la Ligue arabe. Mais en ce qui concerne l'Afrique, quels en sont les enjeux? Doit-on y voir une contre-offensive au sommet États-Unis-Afrique de décembre dernier? En tout cas, ce sont des questions que nous nous posons et la réponse, certainement, ce sera dans quelques instants. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sur les antennes de Foyo Média Africa. Vous nous suivez sur la 96.3 FM pour ceux qui sont à Douala et ses environs. C'est en radio. Et naturellement, la radio est aussi accessible sur satellite Eutelsat. C'est ce même satellite qui vous permet de nous recevoir chez vous sur les petits écrans. Et naturellement, Facebook et YouTube accompagnent les internautes, sans oublier l'application de Foyo Média que vous avez téléchargée sur Play Store et tout cela nous honore. Nous parlons de la tournée africaine du chef de la diplomatie chinoise en s'interrogeant est-ce une contre-offensive après le sommet États-Unis-Afrique de décembre dernier. Eh bien, votre opinion, votre avis compte. Vous nous appelez, vous participez à l'émission. Et tout comme nos invités qui sont d'ailleurs tous présents, parmi lesquels le consultant permanent, qu'on ne présente plus d'ailleurs, Jonathan Batengene, il est là. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachim Maladan, bonsoir à notre éminent aîné que vous allez présenter tout à l'heure. Bonsoir à tous les panafricanistes, tous les panafricains, tous ceux-là qui rendent ce combat concret, grâce à qui nous engrangeons des victoires importantes. Nous savons que ces victoires augurent la grande libération du continent. C'est un combat de tous les jours. Nous allons le réussir. Restons simplement concentrés sur l'objectif. Bonsoir à tous les techniciens qui travaillent d'arrache-pied pour que l'émission se passe, personnel, la direction générale, les autorités du Cameroun, particulièrement les forces de sécurité et de défense, ciment de l'unité et de l'indivisibilité de notre cher et beau pays, qui abattent un travail d'orfèvre. Nous élargissons cela à tous les soldats en Afrique qui se battent contre l'obscurantisme, le terrorisme, activé par les ennemis de l'Afrique, l'Occident. Nous demandons la libération inconditionnelle et sans délai de notre sœur Edith Pulchéry-Ballet, surtout que de l'autre côté, les autorités maliennes ont posé un acte fort, contre une bonne partie de l'opinion panafricaniste, ont posé un geste d'apaisement. Nous saluons surtout là le geste humaniste du président Assimi Goïta. Mais de l'autre côté, nous attendons que le dictateur despote sanguinaire d'Abidjan, Alassane Dramane Ouattara, fasse quelque chose en faveur de sa concitoyenne, notre sœur Edith Pulchéry-Ballet. Edith, courage. Le mensonge qui plane sur le mensonge qui entoure toutes les accusations qui sont portées contre toi va toujours être dénoncé par nous. Nous te soutenons. Tous les panafricanistes te soutiennent. Tous les Africains te soutiennent. Tu es une grande dame, tu es une héroïne. Et ta libération ne fera que rehausser ton image. Courage, bientôt tu seras libre, comme ton pays, ton peuple, la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Merci à Jonathan Batengene, ce message que vous lancez à chaque fois pour la libération de Pulchéry-Ballet du côté de la Côte d'Ivoire. En tout cas, le message ne tombera pas dans les oreilles de sourds, nous l'espérons très bien. Vous l'avez dit, notre invité, je le reçois sur les antennes de Foyo Média pour la première fois. On s'est beaucoup côtoyé sous d'autres cieux et bien sûr, ceux qui le connaissent savent qu'il défend effectivement les droits humains en Afrique et dans le monde. C'est bien sûr Pascal Tagia. Bonsoir Pascal Tagia. Bonsoir Bachir, quel plaisir de te revoir encore ce soir.
Ce fut un plaisir quand j'ai vu ton invitation. Oui. Et voilà, on va encore suivre notre chaîne, on va parler, on va bavarder, on va dire des choses pour l'Afrique. Bonsoir à tous les panafricanistes. Nous sommes dans la bonne voie. C'est ce que je commencerai déjà par dire. Oui. J'ai toujours dit, si du temps de Kadhafi, nous avions eu ce dynamisme, avec ces moyens pour parler, Kadhafi ne serait jamais parti. Tout à fait. Donc nous sommes en train de nous assurer que d'autres Kadhafi ne soient pas décimés en Afrique. Et nous avançons, nous allons quelque part. Nous allons parler de ce sujet très important, mais encore avant, bonsoir encore Batangé, c'est vrai qu'on se retrouve, on se retrouve aussi dans tout le temps, voilà, voilà, on a le même zèle dans le sang, peut-être il y a une différence d'âge, mais c'est la même chose, nous ressentons la même chose, nous voulons aller vers le même but qu'on est en train d'atteindre, il faut le dire, que les panafricanistes vraiment soient assez assis ce soir, qui nous écoutent et qu'on travaille ensemble pour échanger des vues, parce que ces vues, je suis sûr, je le sais, sont écoutées au plus haut niveau. Bonsoir, j'aimerais dire aussi bonsoir dans une langue africaine, disons camerounaise. Moi, ça, tu peux être là en télévision, oui, mais si vraiment, c'est notre voix qui s'élève. Et je crois qu'on est en train de se rendre compte que le paradigme est en train de changer, les données sont en train de changer. On peut voir ce mouvement de part et d'autre de ceux-là qu'on croyait avant. On devait rester des moutons à les suivre, on n'est plus des moutons. Oui. Et maintenant, on commence à voir la valeur du donnant-donnant qui est en train de se mettre en place. Et ce soir, je crois que nous allons parcourir tout ce domaine et attendre de vous aussi vos réactions et qu'on avance ensemble pour que la jeunesse africaine ait un futur meilleur que celui qui avait été prédestiné par le prédateur. En tout cas, venant de vous, on sait que ce futur, il s'annonce vraiment aux couleurs du soleil, hein, ça va briller tout simplement. Donc, dans quelques minutes, on va partir pour environ 1h20 d'émission. Et pendant ce temps, accueillons un autre et pas des moindres. Il s'agit de Coach Talo qui est avec nous. Bonsoir, Coach Talo. Bonsoir, Bachir. Merci. Comme a commencé mon frère juste avant moi. Oui. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous reçoit très bien. On vous reçoit très bien. Donc, comme l'a initié le grand frère juste avant moi, je vais parler dans une langue africaine que tu connais très bien, Bachir. Mi baha aitati mi kwe d'autres dunia kwe ala ti Africa, ala ti Centrafrique, ala ti Bangui, ala ti Douala, ti Cameroun, ala ti d'autres dunia tout. Una singila soit la gaba kuta limoti so landoti for you media. Merci. Donc, je dis bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir au monde entier, et un bonsoir particulier à notre président Paul Biya, parce qu'il faut le reconnaître sur ce point-là. Si le président Paul Biya avait joué le jeu des autres présidents d'Afrique, nous ne serons pas en train de parler ici sur cette chaîne-là. On a vu comment nos ennemis ont menacé Forum Média et les autres médias panafricains depuis lorsque le panafricanisme s'est mis en marche. Mais le président Paul Biya a dit niet. Et sur ce point-là, nous devons vraiment le féliciter, nous devons le remercier, quel que soit ce qu'on dit sur lui. Ça, c'est un point. Je voulais aussi dire bonsoir ce soir à toute l'équipe qui réalise un travail formidable. C'est à eux que nous voix porte pour pouvoir essayer de sortir, contribuer à sortir notre communauté de la dépendance mentale qu'on nous a plongé depuis plus de 600 ans maintenant. Un bonsoir particulier à vous et un merci aussi pour l'invitation que vous avez fait. Bachir, l'un des plus, je dirais, le plus grand journaliste du monde, parce que être grand, c'est dire la vérité, c'est défendre la vérité. C'est ça, être grand. Premièrement, c'est ça. Ce n'est pas les armes atomiques qui définissent la valeur d'un homme. Parce que vous voyez, nous n'avons pas d'armes atomiques, mais juste avec la vérité panafricaine, vous voyez comment il tremble devant nous. Ça veut dire quoi? C'est la vérité. C'est pour ça que vous êtes le plus grand journaliste du monde avec vos collègues. Et à chaque fois que vous nous invitez, pour nous, vraiment, c'est tout un grand honneur. On vous remercie. En tout cas, l'honneur. Bonsoir
L'honneur, il est partagé, très Bonsoir. cher Talo, et il n'y a pas de problème. Barala Kotazo, Barala Koya. Donc, merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation. Alors, plus qu'une heure, et puis on va essayer de parler. Messieurs, nous parlons de la tournée africaine du chef de la diplomatie chinoise. Et naturellement, nous essayons de comprendre les enjeux. Talo, pourquoi pas commencer par vous? Alors, quelle lecture vous faites de cette tournée? En rappelant naturellement que c'est un ministre récemment nommé au mois de décembre et il choisit l'Afrique comme première destination. Il choisit 5 pays sur le continent qui représentent les pôles importants de chacune des régions sur le continent africain. Merci Bachir, merci pour cette question. Comme vous l'avez dit, ce ministre des Affaires étrangères de la Chine a choisi pour sa première visite l'Afrique. Et ce n'est pas la première fois. Ses prédécesseurs aussi ont le plus souvent choisi de pouvoir effectuer leur première visite en étranger en venant en Afrique. Et quand vous voyez les pays qu'il va visiter, il va traverser de l'est à l'ouest de l'Afrique. Et c'est pas n'importe quel pays. L'Éthiopie, le Gabon, l'Angola et le Bénin. Vous voyez, c'est vraiment stratégique. Bachir, laissez-moi vous dire que le problème de nous, Africains, c'est que l'Occident nous manipule à être la source de notre problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas responsables de nos problèmes. Je ne sors pas du débat. Je ne fais qu'introduire le débat pour l'instant. La tournée de la diplomatie africaine que nous saluons, bien évidemment, mais cette tournée-là du responsable de la diplomatie africaine, normalement, en temps normal, si on était réunis, c'était le chef de la diplomatie africaine, c'est-à-dire des États-Unis d'Afrique ou alors de l'Union africaine, qui devait faire une tournée pour aller vendre l'image de l'Afrique au reste du monde. Normalement, c'est ça qui devait se passer. Mais faute d'union, faute d'avoir une Afrique forte, c'est pour cela là que les choses s'inversent et que c'est eux qui ont besoin, ceux qui ont besoin de nous, c'est ceux-là qui viennent chez nous comme étant, des gens qui viennent nous aider, alors que c'est nous qui devons les aider. Vous avez dit aussi une chose importante, vous avez dit, est-ce que la question c'est de savoir, est-ce que cette tournée-là, c'est une manière de répondre au sommet États-Unis-Afrique qui vient de se dérouler? Je dirais déjà directement oui. Et je répondrai en disant ceci. Les sommets qu'on a aujourd'hui, les sommets Afrique avec des petits pays, comme les États-Unis, même si on dit qu'ils ont l'arme atomique, ils ont ceci, cela, ils restent tout de même petits par rapport à tout ce que nous avons réalisé en commençant par nos ancêtres jusqu'au jour d'aujourd'hui avec ce que nous détenons dans nos sous-sols. Les sommets font ça. Tout ça, là, normalement, en temps normal, les sommets devaient se dérouler comme ça, c'est-à-dire sommet africain et le reste du monde. Ça veut dire que l'Afrique, c'est tout le reste du monde qui devait venir chez nous pour nous voir, parce que nous sommes les grands. Nous sommes d'abord le peuple civilisateur du monde entier. Nous sommes les premiers peuples de Dieu. Et nous avons civilisé le monde entier. Nous avons inventé tout ce que les autres, sur lesquels maintenant nous enfonçons depuis l'esclavage, ils ont pu se développer en partant des mathématiques que nous avons inventées. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, il faut savoir que le fait de voir aujourd'hui et de faire ce constat-là, qu'il y a eu le sommet États-Unis-Afrique et ensuite directement, il y a aussi la diplomatie chinoise qui vient, et ça, je ne vais pas le dénigrer ou le nier, est une bonne chose. Cela veut dire quoi? Cela aussi veut dire indirectement que on est en train de nous traiter comme des enfants, en fait. On est en train de nous infantiliser. Et je m'explique. Le fait que l'Occident a fait en sorte que nous sommes devenus des enfants, nous sommes devenus des aliénés, ça fait que tout le reste, c'est que quand vous signez un contrat ou vous engagez avec l'Afrique, il faut être prêt à coûter parce qu'un plus fort que vous peut venir les manipuler et ils vont ignorer tout ce que vous avez engagé avec eux avant. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Hein? C'est comme ça qu'il faut voir aussi, pas seulement le Chinois qui va venir ou qui a commencé hier,
Mais tous ceux qui jouent, à chaque fois, il y a un qui vient avec nous, ou alors on va chez lui, il y a l'autre qui vient rapidement. Parce qu'on se dit, ah ça, c'est des gens, tous les passants. Si je laisse un peu de temps, l'autre qui va venir les influencer. Et bien, tout ce que j'avais signé avec eux là, peut-être qu'ils vont, sous la menace, ils ne vont pas tenir, ils vont abandonner, je vais perdre. Et ils ont raison. Vous avez eu le cas au Sénégal, on a eu le cas au Sénégal il y a quelques années d'ici. On a entendu l'affaire du pétrole, hein, du gaz du Sénégal, où il y avait eu plusieurs concurrents sur l'appel d'offres. Hein. Et si je ne me trompe pas, la France, la société française qui a emporté ce lot-là, était classée parmi, je crois, le 3e, le 4e ou le 5e. Mais à la fin, qui a emporté? C'est la société française à qui on a remis, on a fait signer le contrat. Vous voyez, c'est un exemple concret de ce qui se passe, qui fait que le diplomate chinois aussi, même si c'est pas la première fois, vient aussi après ce simulacre de sommet qui a eu lieu récemment aux États-Unis, et on va aussi le détailler là, vient aussi pouvoir faire le tour, aussi en profitant pour faire le tour de l'Afrique, pour voir, essayer de sonder, essayer aussi de pouvoir voir si les choses n'ont pas bougé de là. On a un exemple aussi en RCA, vous savez, quand Bozizé était président de la République, vous vous souvenez de l'affaire du pétrole, quand Bozizé a entamé un procès qu'il a gagné contre, je crois, c'est un Greenberg, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, quelques mois, je dirais quelques mois après, on a vu que les Occidentaux, la France en tête, ont fabriqué les Sénéca et les anti-Balaka. Et on connaît tout ce que ça a donné après là-bas. Hein? C'est de ça qu'il s'agit, et c'est de ça qu'on continue de... ces crimes-là qu'on continue jusqu'au jour d'aujourd'hui en Centrafrique, qui déstabilisent la RCA, en plus de toutes les déstabilisations qui avaient déjà eu lieu bien avant. Donc, pour ne pas, vu que nous avons seulement 1 minute et que nous sommes 3 sur le plateau, je pense que je reviendrai, vous me donnerez la chance de pouvoir continuer après pour ne pas monopoliser la parole. Je pourrais conclure sur cette première intervention en disant que cette tournée du diplomate chinois, c'est une bonne chose dans le sens que nous, c'est à nous, Africains, de pouvoir savoir comment aussi profiter de ça. Parce que là, on a vu que la Chine a fait beaucoup d'investissements en Afrique, oui. Comme les autres en ont fait aussi. Ils ont augmenté le volume, les relations sino-africaines évoluent à une vitesse, je dirais même de croisière. Mais dans tout ça, là, quand on parle que ce soit la relation entre la Chine et l'Afrique, ou alors contre les autres pays et l'Afrique, on parle le plus souvent des investissements que ces pays-là viennent réaliser. On nous expose que, voilà, ils ont investi tel milliard. Mais on ne nous dit jamais de retour sur l'investissement de ce qu'ils ils gagnent aussi. Parce que quand on présente la chose de cette façon-là, on nous présente comme étant des gens à qui ces gens-là viennent peut-être donner, parce qu'on ne parle jamais que c'est des prêts avec des intérêts. Donc, on nous présente intellectuellement aux yeux du monde et aux yeux des Africains, majoritairement, comme si ces gens-là, ce sont nos sauveurs qui viennent donner de l'argent gratuitement à nous, alors que non, il s'agit de business. Et dans ce business-là, c'est eux tous qui s'en sortent mieux que les Africains même. Et pour finir, j'aimerais dire aux Chinois aussi que ce que nous attendons d'eux, ce n'est pas de continuer comme le font les Occidentaux, c'est-à-dire on vous prête de l'argent, on amène nos entreprises, et ce sont nos entreprises qui vont venir réaliser le travail. Et c'est ça qui s'est passé aussi avec un certain nombre d'entreprises chinoises. Ils viennent en Afrique, nous ne profitons pas de la technologie. Ils viennent s'installer, ils construisent les choses, nous sommes là, en fait, nous sommes seulement des utilisateurs. Ça doit changer. Et pour changer, je pense, ce n'est pas seulement à la Chine, ce n'est pas la Chine seule qui va la faire. C'est à nous aussi de pouvoir savoir comment nous imposer ou alors trouver les moyens intelligents pour pouvoir profiter de cette technologie chinoise ou alors du reste du monde pour pouvoir
nous développer et construire les choses par nous-mêmes. Très bien. Merci à vous, Talo, pour ce jet qui nous renvoie sur le plateau central avec Pascal Tagia. Pascal Tagia, pour vous, quels sont les enjeux de cette tournée du patron de la diplomatie chinoise? Je crois, permets-moi d'abord, Bachir, de faire un pas en arrière. Et mon pas en arrière, c'est dire d'abord, je crois que les Africains, et peut-être encore plus le leadership et la classe intellectuelle, tardent à voir le nouveau paradigme du monde. Des grandes choses sont en train de se dessiner. Oui. Et nous manquons de percevoir cela. Et je crois que, d'une certaine manière, la guerre de l'Ukraine est un peu un background pour faire voir cette nouvelle vision du monde. Ou encore, je dis toujours, peut-être nous sommes toujours un peu en retard pour se lever, mais il est important de faire un pas en arrière. Parce que l'esclavage et la colonisation qui a suivi n'avaient pas encore quitté les mentalités, à tous les niveaux. Et ce n'est pas de la faute de l'Africain, il faut le préciser. Ce n'est pas de la faute de l'Africain. Quand vous rentrez, si vous êtes un homme de la Bible, vous rentrez dans la Bible, vous allez voir que non, ça ne se passe pas seulement avec nous. Quand les enfants d'Israël quittent l'Égypte, quand Dieu les libère de l'Égypte, en leur faisant des grands miracles, en ouvrant la mer, ils passent à l'intérieur de la mer. Quelque temps après, l'esclavage est toujours dans la tête, puisque pour 40 jours que Moïse fait sur la montagne, il se retourne encore. Parce qu'il voit toujours le maître. Oui. Le maître est toujours là. Le maître, est-ce que je suis vraiment libre? C'était mieux que nous mourions là-bas en Égypte au lieu de nous amener ici. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Je crois que des choses qui sont en train de se passer et nous ne percevons pas beaucoup. Le message est que même de l'autre côté, de l'Ouest, ils perçoivent plus que nous. C'est que la balle est en train de changer de camp. Même cette histoire, comme notre frère M. Tolo le disait un peu dans le sens de l'espoir, je dis, on n'est plus dans l'espoir. C'est ça la vérité. La vérité que maintenant nous sommes en train d'aller vers le donnant-donnant. Et le premier qui va le percevoir et qui va le comprendre, et surtout nous l'Afrique, parce qu'il a dit une chose de très très intéressante. Il a dit en fait, on n'a pas besoin d'aller parler de sommets africain, afro-américain, en parlant des États-Unis, il doit se passer en Afrique. Oui. Parce que ces gens-là ont besoin de ce que nous avons, et c'est à nous de décider. Pas que c'est fini le temps où on devait rester ici et le prix des matières premières est fixé à Londres, par exemple. Oui. Ce temps-là est en train d'être dépassé. Nous avons beaucoup d'images que je peux vous citer. Par exemple, quand M. Macron vient au Cameroun, il vient encore peut-être pensant que l'allure où M. Biya devait voir un Chirac passer par le Cameroun pour dire à Edmund Cole ne signe pas les accords que nous avons préparés dans la nuit. Et le lendemain, M. Biya laisse, puisque c'est vous les patrons. D'accord. Il n'a même pas accompagné Edmund Cole à l'aéroport, il a envoyé son premier ministre. Ce temps-là est en train d'être dépassé. Oui. Monsieur Macron peut venir ici et se ramasser ses petites mains et rentrer en France maintenant. Les choses sont en train de changer de paradigme. Alors, je donne encore une autre image. L'image de voir l'Afrique dire non, cette histoire de la guerre, là, nous, ça ne nous intéresse pas. Oui. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pensé à cela. Puisque on vous dit, faites ceci, signez, si vous signez, puisque vous ne signez pas le lendemain, on dit... Là, vous parlez de la position de l'Afrique dans la crise russo-ukrainienne. Russo-ukrainienne. Oui. Alors, j'ai dit, avant, on vous dit de signer, parce que si vous ne signez pas, le lendemain, l'aide ne tombe pas. Mais l'Afrique commence à percevoir cette histoire d'aide. Le partenariat avec la Chine a quelque chose d'important, c'est que la Chine se refuse l'ingérence dans les affaires politiques. Pourquoi cette stratégie? Vous savez, la Chine est surtout, c'est des business. C'est eux qui parlent business. Et quand vous parlez en Europe, vous parlez de ce langage, il y a l'Italie qui a compris cela, le donnant-donnant. Oui. La Chine est dans le business. Malheureusement, même la Chine, les Africains, nous les approchons encore un peu avec la même mentalité de noir et blanc. Et permettez-moi de finir un peu le développement que je faisais, Bachir. Oui. Vous savez, avant l'invention de l'arme à feu, Oui. qui est dans les années 1200 quelque chose, avant cette invention, l'Afrique tenait le monde. Vous savez un peu? C'est l'arme à feu qui vient changer tout ce paradigme. Parce que là, vous avez vos flèches, vous êtes froid. La canon, mais et tout ça. voilà, la Oui. poudre à canon. Oui. Et la poudre à canon, quand elle apparaît justement, comme vous le dites, en Chine, je crois c'est en 1300 quelque chose, quand elle apparaît en Chine, elle est utilisée dans la première ville qui initie l'esclavage, qui s'appelait Lagos, au Portugal, par les Portugais,
Lagos, ça s'appelle les Lagos. Lagos que vous avez au Nigeria vient de cela. Et l'initié, je crois, je me rappelle bien parce que l'année c'est 1444. D'accord. Vous voyez un peu la poudre a 13e comment siècle. beaucoup joué. Alors, pour nous les Africains, on avait cette force-là, mais on se dit, et comme nous, on est habituellement très trempés dans le spiritualisme, alors quand on voit quelqu'un tomber sans voir ce qu'il a fait tomber, ça pose des questions. Alors, vous voyez maintenant, Bachir, si vous me permettiez de finir mon développement, c'était qu'avec la guerre d'Ukraine, on se rend compte que la puissance de l'armée n'a plus rien à voir dans le développement mondial. Ayez la million des armes que vous avez, ce n'est plus ce qui compte. Les mentalités se sont ouvertes. Quand on a vu les gilets jaunes en France, et je l'avais toujours dit sur les plateaux, moins de 20% de Français savaient que leur orgueil qu'ils tirent d'être une puissance mondiale, il attire à partir du sang des Africains où on va les exploiter avec le franc CFA. Moins de 20% des Français étaient au courant. Quand les gilets jaunes, comment on leur dit, et ils ont une auditoire étendue à travers le monde. Quand ils commencent à le sortir, non, on sait cela. Ils disent même l'euro, on sait cela. On sort de là. Donc j'ai dit, c'est à nous les Africains de comprendre que c'est passé maintenant. C'est passé. Qu'on ne reste pas. Et comme j'ai dit, je n'accuse pas parce que quand on vous a traîné pendant 400 ans, vous avez vu vos enfants être mangés par des requins et des baleines, il y a de quoi réagir en restant dans cette mentalité d'assister. Que quand vous suivez même le développement de Tolo, elle est encore un peu là. Mais je dis à mon frère, ce n'est plus question d'espoir. Monsieur Tolo, ça a changé. Les choses ont changé. Et commençons par nos dirigeants, dont je dis encore, Monsieur Biya en est un bon exemple, parce que c'est les Africains, eux-mêmes, quand Macron rentre en France, qui dit voilà l'enfant, tu allais te faire tabasser. Merci Pascal Tagia. Alors, Jonathan Batinguini, la Chine, est depuis un peu plus de 3 décennies, a quand même pris pour habitude, je parle des patrons des affaires étrangères, de commencer toujours leur tournée annuelle par le continent africain. Alors, pourquoi ce choix? Est-ce qu'on peut y voir de la stratégie dans ça? L'Afrique a certes des intérêts sur le continent africain, mais on sait qu'il y en a davantage avec d'autres. Par exemple, c'est quand même le premier partenaire états-unien. Oui, la Chine, c'est le premier partenaire états-unien, mais les États-Unis, dans la géopolitique chinoise, c'est plus un partenaire qui lui a été imposé qu'un partenaire qu'elle a choisi. L'histoire des États-Unis et de la Chine, c'est l'histoire des délocalisations, parce que les Chinois ayant les compétences techniques étaient devenus à un moment l'atelier du monde. Ce n'est pas seulement la Chine, le Vietnam, le Singapour. La Grande Asie en tout cas. Tout à fait, les pays d'Asie du Sud-Est, les pays surtout les grands dragons. Donc on a délocalisé la production qui coûtait cher sur le territoire états-unien contre des salaires de misère en Chine, c'est-à-dire que ça devait se faire au détriment du développement de la Chine, ça devait se faire simplement dans le sens de l'exploitation au sens esclavagiste du mot, de l'homme, le chinois, pour le bien-être des États-Uniens. Il faut dire que quand les sociétés états-uniennes allaient en Chine, elles allaient avec des standards élevés. C'est d'ailleurs ce que vous avez remarqué, ils ont gardé cette politique. Quand vous avez les téléphones Apple, ils sont tous fabriqués en Chine, mais les Apple qui reviennent sur le marché états-unien sont typiquement testés pour le marché états-unien. C'est pareil avec l'Europe, les Mercedes, les véhicules étaient conçus pour la plupart en Chine et ramenés sur le territoire européen. Donc, il y avait cette volonté-là de contrôler. Et puis, la Chine a, sous Deng Xiaoping, avec l'ouverture, la Chine, quand elle est devenue une économie socialiste de marché en 1976, la Chine a adopté des politiques économiques qui lui ont permis de développer un secteur mixte, les entreprises mixtes. Et c'est les entreprises mixtes qui aujourd'hui font la fierté, c'est le fleuron de l'industrie chinoise. Donc ce rapport entre cette relation très forte entre l'économie chinoise et l'économie états-unienne, ce n'est pas seulement le fait de la conquête par les Chinois du marché états-unien, c'est parfois le flux simplement des rapatriements des biens qui ont été produits en Chine. Alors, c'est au contraire du continent africain, c'est ça?
Tout à fait, c'est différent. Sur le continent africain, la Chine a une politique. C'est-à-dire, quand la Chine commence à s'envisager comme une puissance économique indépendante des États-Unis, et ça, c'est depuis la fin des années 80, la Chine va orienter son partenariat stratégique vers les pays africains et les pays d'Amérique latine. Parce qu'il y avait une opportunité, une fenêtre d'opportunité à saisir. C'était la contradiction qui existait entre les pays d'Amérique latine et les États-Unis. Vous savez que les États-Unis, pendant longtemps, ont entretenu des dictatures en Amérique latine contre le peuple. Donc, les Chinois ont apporté aux révolutionnaires d'Amérique latine les éléments dont ils avaient besoin. C'était parfois un marché vers lequel écouler leur matière première et leur apporter de l'argent pour réaliser les projets. D'ailleurs, il se passe que sur le marché de l'Amérique latine et l'Amérique centrale, le partenaire économique qui aujourd'hui est en train de talonner les États-Unis, c'est la Chine. Au niveau de l'Afrique, ceux qui avaient le monopole du marché, c'était l'Union européenne. Oui. Ils avaient un gros contrôle. Par exemple, si on prend des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, tous ces pays-là avaient à un moment pour partenaires exclusifs les pays de l'Union européenne. Je ne prends pas la France particulièrement parce que entre pays, parfois, la France n'était pas le premier partenaire. C'était les pays africains qui étaient parfois les premiers partenaires économiques entre eux dans le commerce extérieur. Je prends le cas du Cameroun et du Nigeria. Pendant longtemps, le Nigeria a été le premier partenaire économique du Cameroun. Ça a été le cas également à Bénin, Nigeria, plusieurs pays africains avaient comme premier partenaire un pays. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, quelque part, nous pensons que la déstructuration de l'Afrique à partir des mouvements terroristes a été pensée parce qu'il fallait limiter cette intégration qui commençait à apporter du fruit du point de vue économique dans les pays. Donc, les Chinois qui sont arrivés ont réussi parce que avec cette désintégration du marché interne africain, c'est eux qui ont gagné. Et c'est eux qui sont devenus les premiers partenaires. Les Chinois, depuis 2013, mettent à la disposition des États, non seulement des États africains, mais également des États d'Amérique, parce que les Chines, c'est une politique globale. Je vais rentrer un peu là-dedans. Les Chinois ont mis depuis 2013 85 milliards de dollars. Je parle là de depuis 2013. Pendant ce temps, les États-Unis avaient prévu investir 50 milliards de dollars annuellement en 2014 sous Barack Obama en Afrique. C'était des prévisions. Si vous regardez ce que met déjà la Chine pour les pays, c'est 85 milliards de dollars. Et sur le marché africain, la Chine a parfois dépassé cet objectif-là. C'est-à-dire, la Chine est parfois passée au-dessus de 80 milliards parce qu'elle avait, elle avait des priorités à les pays africains. Si vous regardez depuis le début des années 2000, les infrastructures majeures construites en Afrique, prenez tous les pays, que ce soit lusophone, arabophone, francophone, anglophone ou bien hispanophone, les infrastructures majeures sont construites par les Chinois. On prend les infrastructures majeures, vous allez voir les barrages, vous allez voir les stades, vous allez voir les routes, les autoroutes. Donc, tous ces projets-là sont réalisés par la Chine. Et la Chine met dans ces projets, ça c'est une donnée importante, la Chine met au minimum 60% des fonds nécessaires. Au minimum. Via Afreximbank. Alors, la Chine est aussi le pays, quand vous le regardez en termes de réserve vis-à-vis des États-Unis, elle est beaucoup moins endettée que les États-Unis, la Chine. La Chine a aujourd'hui des devises disponibles supérieures à ce que proposent les États-Unis. C'est carrément, ça devient un peu le banquier du monde, la Chine. Prenons maintenant de manière intrinsèque, s'il fallait comparer. La Chine sort d'une situation où elle a été elle-même colonisée, elle s'est décolonisée, elle a refait son économie, elle s'impose aujourd'hui au niveau international. Et la Chine a réussi à s'allier à une puissance comme la Russie. Et a construit avec la Russie un bloc qui est performant. Et ce bloc s'appelle aujourd'hui les BRICS. Alors, qu'ont fait les BRICS? Il y a de cela 5 jours,
les BRICS ont créé leur propre banque, qui Banque sera des BRICS. une alternative à la Banque mondiale et au FMI. À côté, il y a déjà l'OCS. Oui. L'OCS La coopération de est Shanghai. en train de devenir l'OMC de demain. Ça veut dire qu'en fait, la Chine est en train de construire, étape après étape, les piliers d'un monde alternatif. Donc, la Chine est en train de monter en puissance. Quand vous regardez, les États-Unis ne peuvent pas suivre la cadence pour plusieurs raisons. La première, c'est le poids de son industrie militaire. Le complexe industrialo-militaire états-unien, et ça c'est très pertinent parce que tout à l'heure, notre aîné l'a bien précisé, les États-Unis ont beaucoup misé sur la violence pour s'imposer dans le monde. Et aujourd'hui, les États-Unis ont plus de 852 bases militaires dans le monde. Oui. Regardez rien que la rémunération, le fonctionnement de chacune des bases. C'est un mastodonte qu'il faut entretenir. Là, les États-Unis font mouiller plus de 5 porte-avions dans les différentes mers du monde. Plus de 5 porte-avions. Ça encore, c'est des coûts énormissimes. Les États-Unis sont le pays qui a les politiques publiques les moins responsables. Quand vous regardez leur politique sanitaire, vous regardez leur politique financière, vous regardez toutes ces politiques-là, il y a beaucoup moins de rigueur que ce qu'on nous fait croire. Et tout ceci a un impact sur le niveau d'endettement des États-Unis. Les États-Unis, donc, avec ce niveau d'endettement, vont atteindre un niveau où ce ne sera plus soutenable. Et puis, il y a le changement, l'attaque qui a été portée par la Russie à l'économie états-unienne. C'est-à-dire le mécanisme international d'échange en utilisant le dollar comme valeur étalon. La dédollarisation. La dédollarisation. Oui. Avec la dédollarisation, on ira crescendo vers un monde états-unien qui est en carence de partenaires qui répondent à ces normes d'échange qui lui sont avantageuses. Et donc, risque d'inflation aux États-Unis. Pas seulement les risques, parce que les risques d'inflation états-uniens, nous sommes en train de vivre une conséquence, c'est que la guerre, le conflit en Ukraine, qui ne nous touche aucunement, parce que nous avons les matières premières qui peuvent suffire nous permettre de vivre décemment, sans nous inquiéter de quoi que ce soit. Cameroun produit du pétrole, du gaz, beaucoup de pays africains, tous les pays africains ont ces ressources-là. Mais étrangement, parce que les États-Unis contrôlent l'ensemble des mécanismes d'échange, cette crise qui affecte profondément l'économie de l'Union européenne et l'économie des États-Unis est en train de nous toucher. Donc, de plus en plus qu'on va aller vers la dédollarisation, le moins ce genre de phénomène contagieux vers les pays africains ou bien vers d'autres pays sera visible. Et donc, les autres pays qui vont donc sortir de ce giron, vont, parce qu'ils vont rentrer dans leur ère de prospérité, vont eux aussi entraîner d'autres pays, parce qu'ils vont devenir des partenaires privilégiés pour les autres pays. Et donc, de fil en aiguille, le monde états-unien est en train de se déconstruire. Ce n'est pas seulement du fait de la Chine, mais s'il fallait simplement prendre la Chine, sur le plan du commerce international, la Chine a déjà talonné les États-Unis. En tout cas, vous avez bien fait de rappeler tout cela, Jonathan Batengini. On va retourner vers coach Talo. Coach, Beijing, il faut bien le rappeler, place quand même beaucoup d'espoir dans son partenariat avec le partenariat et la collaboration avec les pays africains. Mais est-ce que les Africains ont aussi pris conscience quand même de leurs valeurs dans cette coopération avec la Chine? Coach Talo, il nous reçoit? Alors le micro. Oui, je vous... Voilà le micro. Très bien, vous avez la parole. Ok, donc je disais pour répondre à cette question vraiment très pertinente concernant est-ce que nous comprenons les enjeux. Oui. Il faut déjà laissez-moi vous développer juste très rapidement que nous avons raté une occasion où nous devons vraiment nous faire respecter aussi, faire vraiment courir les autres vers nous, même les États-Unis.
Vous voyez, le sommet qui a eu lieu aux États-Unis récemment, où les États-Unis ont convoqué le deuxième sommet États-Unis-Afrique. Avant ce sommet, qu'est-ce qui s'est passé? Avant ce sommet, il y a eu la guerre, l'opération spéciale en Ukraine, que mène la Russie, qui est la guerre déclenchée par l'Occident contre la Russie. Et cette guerre, selon moi, et beaucoup d'autres le partagent aussi, c'est une guerre pour contrôler l'Afrique. Ce n'est pas une guerre directement contre la Russie, mais c'est pour affaiblir le plus fort qui défend, qui vient donner la main à l'Afrique pour pouvoir sortir des griffes de la dépendance des Occidentaux. On l'affaiblit, on contrôle l'immense richesse de l'Afrique. Donc c'est une guerre contre l'Afrique. Quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas, ils ont voté une loi aux États-Unis pour pouvoir sanctionner tous les États africains qui oseraient aller, favoriser l'installation des Russes en Afrique. Et ils ne se sont pas limités là. Ils ont appliqué cette sanction contre le Burkina Faso. Tout le monde, nous avons écouté ça. Et vous avez vu aussi que Burkina Faso et Mali n'ont pas été invités. Bon, ça c'est juste une parenthèse. Ouais. Alors, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réunion concernant la République centrafricaine pour la levée totale de l'embargo sur les armes qu'ils ont imposé. Parce que il fallait qu'ils imposent, puisque ils amènent la guerre. Ils ne peuvent pas permettre à leur ennemi de pouvoir s'armer pour pouvoir les combattre. Donc, ils ont mis un embargo. Donc, la dernière réunion qui a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Occidentaux ont demandé, imposé à la RCA de pouvoir autoriser les vols de nuit. Quelques jours après, puisqu'ils ont imposé, la France a bombardé la RCA. La France, les avions français ont bombardé, donc les Occidentaux ont bombardé la RCA, notamment dans la nuit du 27 au 28. Il y a eu aussi le Mali, entre autres, qui a été attaqué, bien évidemment, où le Mali a demandé à l'ONU de pouvoir autoriser pour que le Mali puisse aller exposer les preuves du terrorisme français, que c'est la France qui arme et qui détruit, qui tue la population malienne, africaine au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Occidentaux ont refusé, y compris les États-Unis. En RDC, ils instrumentalisent, ils manipulent le Congo et le Rwanda pour pouvoir se rentrer en guerre, tout en se passant comme le Dieu là qui est là pour pouvoir amener la paix. Mais au vu de tout ce qui s'est passé juste avant cette guerre-là, avant cette réunion-là, si nous, Africains, on était réunis, si on avait une détermination, si on avait le panafricanisme, quand je parle de là, je parle des chefs d'État africains, il leur suffisait juste de dire aux États-Unis et de leur rappeler tout ce que je viens de dire là, juste une partie, parce qu'il y a plus que ça. La guerre en Éthiopie aussi, qu'ils ont mis le feu là-bas. Que dire, nous n'allons pas aller, nous n'allons pas nous rendre chez vous pour ce sommet-là. Vous pensez que les États-Unis allaient faire quoi? Ils allaient venir nous bombarder. Ils allaient courir pour venir se supplier aux États africains, à l'Union africaine. Souvenez-vous, quand le doyen, perd son nom, le président, comment on appelle là, c'est son nom que j'oublie, celui dont il y avait une rencontre, Union africaine, Union européenne, et les Européens ont dit ce président, il ne devait pas venir. Et les Africains avaient tous solidaires, ils ont dit, si vous dites, c'est son nom. Robert Mugabe du Zimbabwe. Robert Mugabe, merci. Tous les Africains, tous les présidents africains avaient dit, si vous dites qu'il ne vient pas, nous ne venons pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient laissé Mugabe venir, non? Donc, si tous les chefs d'État africains avaient dit non, puis tout ce que vous avez fait, vous avez voté une loi, donc vous nous traitez comme, vous nous traitez toujours comme vos esclaves, nous n'allons pas nous rendre à ce sommet-là. Je vous assure, les États-Unis allaient courir pour venir s'agenouiller devant nous. Non seulement demander pardon, mais ils allaient automatiquement imposer qu'on a un siège au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. On a loupé cette occasion-là. Mais continuons. Qu'est-ce qui se passe? Mettons de côté tout ça. Si on met de côté tout ça, mais quand ils sont allés là-bas, à cette réunion-là, quel est l'ordre du jour principal? C'est l'économie. Hein? Et après, il y a des questions de sécurité. Et il y a eu troisième point, c'est la question de pour dire un siège pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Mais quand on parle d'économie, on parle d'argent. Mais quand on parle d'argent, l'Afrique a de l'argent, non? C'est l'argent qui se trouve
dans le trésor français. Hein? Notre argent des 14 pays africains se trouve là-bas. Si les États-Unis veulent vraiment aider l'Afrique pour se développer, la première des choses à dire, est-ce que les chefs d'État africains auraient dû dire, quand ils sont arrivés là-bas, dire aux États-Unis, imposer aux États-Unis, nous avons notre argent séquestré par la France nous maintient dans l'esclavage monétaire, qui est l'esclavage, nous vous demandons, vous, qui êtes le chef de la France, de pouvoir sanctionner durement la France, de façon à ce que la France puisse nous débloquer notre argent. Vous pensez que si les chefs d'État africains avaient ajouté ça, les États-Unis allaient faire quoi? Et qu'ils disent maintenant, on prend notre argent, on repart. Pas de chemin. Ils allaient trembler, je vous assure. Nous avons raté deuxième opportunité. Pourquoi? Parce que manque, on ne se connaît pas. Tout ça, c'est quoi? C'est lié à l'histoire. Nous ne connaissons pas d'où nous venons, nous ne connaissons pas notre histoire. Nous n'avons pas de détermination. À partir du moment où nous connaissons notre histoire, et ce n'est pas de notre faute, hein, c'est parce qu'on nous a imposé de ne pas connaître notre histoire, puisqu'on nous a fabriqué des mensonges dans tout ce que nous apprenons, dans la culture, dans l'éducation occidentale. Vous voyez? Donc, on nous a imposé. Donc, nous ne nous connaissons pas. Ça fait que nous n'avons pas eu cette force, cette détermination de pouvoir même nous réunir. Est-ce que les chefs d'État se sont réunis avant de se rendre là-bas? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils se sont téléphonés pour dire, bon, mais moi je vais, on va parler de ceci? Non. Chacun s'est levé, il a pris son avion. Même au sein des chefs d'État, est-ce qu'ils se sont réunis avec leurs ministres en disant de quoi nous allons parler? Ou avec la société civile plutôt, de quoi nous allons parler? Qu'est-ce que vous pensez qui est important? Je pense que certains se sont à 2 ou 3 jours, une semaine, ils se sont levés, bon voilà, préparer un discours, je vais aller prononcer là-bas. Ça s'est fait comme ça. Passons à la Chine. La Chine, il y a quelques années, l'histoire nous a appris que la Chine aussi a été un pays qui a été dominé par l'Occident. Mais vous savez, il y a aussi cette question de peau. L'Afrique, concernant l'Afrique, il a été dit clairement par le pape le 8 janvier 1454, il fallait partir et rendre des Noirs esclaves et piller leurs biens, détruire leur empire, leur principauté, tout. Ça n'a pas été dit, je ne pense pas que ça n'ait pas été dit là pour la Chine. Donc l'esclavage, la colonisation a été très dure, très sévère pour l'Afrique. Ça fait que l'Afrique, ils ont détruit notre culture, nous ne sommes plus nous. Ça n'a pas été le cas pour la Chine, ça n'a pas été le cas pour la Corée, même s'il y a eu des guerres là-bas, guerre de Corée, etc., etc. Mais je ne pense pas. La Chine a pu conserver sa culture. La Corée a pu conserver sa culture. Ce qui fait que, au moment où, pendant cette période-là, parce que l'histoire nous a appris aussi que le Cameroun et certains pays donnaient de l'aide à la Corée même du Sud, il n'y a pas très longtemps. Bien évidemment, la Corée, la Chine n'ayant pas perdu leur culture, donc n'étant pas pauvres mentalement, mais étaient seulement pauvres matériellement, ont pu, avec le peu qu'ils ont reçu, se reconstruire. La Chine en particulier a profité aussi du fait que de sa population, de sa démographie, elle a profité aussi du fait que, vu qu'elle a conservé sa culture, elle a pu savoir sur quoi elle peut compter pour pouvoir redémarrer, c'est-à-dire l'éducation. Elle a mis en place un système éducatif solide. Elle a formé des ingénieurs. Elle en a formé, d'après ce que j'ai, les informations, il sort à peu près 1 million d'ingénieurs par année en Chine. C'est très important, laissez-moi quelques minutes, je vais finir. Allez-y, on va sortir. Du coup, avec cette puissance, la démographie aussi, d'une population très bien formée, les Chinois ont pu jouer à l'intelligence, à dire aux Occidentaux que, écoutez, vous pouvez nous confier aussi tout ce que vous faites, par exemple, là, tout ce qui est les fabrications, nous allons le faire pour vous, mais à prix, comment on appelle là, à prix dérisoire. Puisque les Occidentaux veulent toujours s'enrichir, ils ont délocalisé les machines là-bas. On a vu en France où il y a eu des délocalisations la nuit,
toute une nuit, on délocalise le matin, quand les ouvriers viennent, tout est parti. La Chine a pu s'en tirer, copier la technologie, cette technologie, les mathématiques qui viennent de nous, les Noirs, et que les Occidentaux ont amélioré un tout petit peu. La Chine a copié, s'est améliorée, et ce qui a permis à la Chine d'être ce qu'elle est là aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes nombreux, nous allons être très nombreux, d'après les estimations, d'ici 2050. Mais nous avons un problème, c'est que nous avons perdu la majorité de notre culture. Nous devons faire revenir, ou pas revenir, mais restituer cette culture-là, premièrement. 2, nous avons la chance d'avoir la majorité des richesses sous notre sol, ce qui est un avantage sur lequel nous pouvons jouer avec l'intelligence pour pouvoir capter aussi le transfert de technologie, par exemple avec la Chine. Parce qu'il faut savoir que la Chine ne va pas nous donner la technologie gratuitement. Vous le voyez, quand ils viennent investir en Afrique, ils viennent avec leur société aussi comme les Occidentaux. Ils nous construisent les routes. Nous sommes que des utilisateurs. Or, ce n'est pas de ça que nous voulons. Nous voulons avoir la technologie, faire les choses par nous-mêmes, savoir comment ça fonctionne. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons la possibilité de jouer avec l'intelligence. Et pour arriver à ça, il va falloir que les chefs d'État africains puissent aussi travailler tous en union. Parce que si chacun va de son côté, on ne va pas arriver. Il faut jouer sur nos ressources en disant, l'union. D'accord. Il faut bien travailler dans l'union pour pouvoir réussir tout cela. Merci en tout cas au coach Tallo de rappeler bien sûr cette bulle papale signée de Nicolas V, Tommaso Parenticelli, et qui a donc donné l'onction pour aller esclavagiser tout simplement les Noirs. Alors, Pascal Tadia, permettez que je prenne quelques appels. C'est un peu le principe de l'émission. Et je viens vous donner la parole et on va boucler avec Jonathan Batengene. Abou nous appelle donc d'Angleterre. Il est resté d'ailleurs en attente depuis plusieurs minutes. Et c'est l'un des plus fidèles de nos téléspectateurs. Bonsoir, cher Abou. Abou, vous nous écoutez? D'accord, on va donner la parole à Gallo Celi. Je crois que la ligne de Abou n'est pas très audible. Il relancera l'appel tout à l'heure. Gallo Celi, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ladan. Bonsoir à vos invités. Bonsoir aux téléspectateurs de For You. Monsieur Ladan, ce que j'ai retenu de ce débat, c'est surtout l'empreinte de comportement esclavagiste de tous ceux qui viennent vers l'Afrique. Cette empreinte a vraiment marqué l'Afrique de manière indélébile. Mais ça va plus loin, je l'ai dit. La tournée de ce Premier ministre chinois, c'est une tournée normale. Ça, je n'ai rien contre ça. Et je propose même à tous les premiers ministres de faire la même chose, ou des ministres des Affaires étrangères. Mais ce que nous condamnons, c'est cette histoire où un chef d'État reste dans son petit coin et invite tous les chefs d'État africains comme des petits poussins à qui on doit distribuer des grains de maïs. Je dis, il faut vraiment mettre un terme à cela, trouver au moins des formules simples. Si le président chinois vient en Afrique faire un sommet Chine-Afrique, nous pouvons encore tolérer. Mais au mieux, on peut dire sommet États-Unis, Union africaine. C'est-à-dire on envoie le Macky Sall et les autres là faire ce genre de choses. Mais vraiment, il faut vraiment casser cette histoire que la France a imprimée. J'aime toujours dire que la France est une puissance. C'est elle qui a imprimé cette idée d'appeler tous les chefs d'État, un seul président, appelle tous les autres chefs d'État comme si c'était des poussins. Et c'est ça qui marque toutes les relations que nous avons avec ces différents pays. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est le fait de croire que les BRICS ou la Chine vont apporter une alternative. Ces pays ont effectivement la capacité d'apporter une alternative. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ne le font pas, puisqu'ils s'inscrivent exactement dans le même modèle d'exploitation qui met les Africains au bas de l'échelle. Donc, je le dis comme ça parce que, regardez par exemple sur le plan diplomatique, aucun de ces grands pays-là ne réclame la place de l'Afrique, ne donne pas le droit de veto à l'Afrique. Nous ne faisons partie d'aucune grande organisation internationale.
que ce soit même le G20, parfois on nous invite comme des simples observateurs, alors que tous les biens viennent de chez nous. Sur le plan économique, je veux dire, par exemple, toujours sur le plan diplomatique, ces pays ne dénoncent pas le franc CFA. Tout pays respectable aurait pu dire à la France, mais quand même, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas, en plein 21e siècle, maintenir une monnaie coloniale comme ça, au-dessus de tous. Mais ils ne le font pas. C'est pour ça que j'ai dit, ces gens-là ne sont pas dans une alternative. Ils sont plutôt dans une diversification de l'offre. Sur le plan économique, c'est pareil. Regardez, la Chine arrive chez nous. On voit très bien que la Chine, elle a un modèle. Je ne sais pas si M. Batengene peut nous expliquer quel est vraiment le modèle de coopération de la Chine. Mais elle s'inscrit exactement dans ce que font les Français. Et c'est catastrophique dans les pays francophones. Ces gens-là, ils achètent tout ici. Dans les rues de Douala ici, il faut qu'on se batte avec les Chinois pour pouvoir tirer quelques bénéfices. Ce n'est pas, je dis, ce n'est pas une alternative. Et sur le plan monétaire, là, c'est vraiment très grave. Je veux dire peut-être monétaire ou bancaire. Là, ils ont créé une banque des BRICS. Mais qui va faire quoi? Qui sera un second FMI? En quoi ça change? En quoi c'est une alternative pour les Africains? Les seuls pays qui peuvent nous proposer une alternative viable, monsieur Ladan, ce sont les banques des pays arabes. Parce que dans le Coran, il est interdit de faire de l'usure. Donc ce qui fait que les banques arabes ont un modèle où ils peuvent vraiment aider les gens. On vous prête de l'argent mais sans bénéfice. Et ce sont ce genre de choses-là, c'est ce que nous faisons dans nos familles. Quand on a un petit jeune là qui veut se débrouiller et tout, on s'assoit, on cotise de l'argent, on lui donne à taux zéro. Et puis dès qu'il réussit à avoir avoir le capital, il rembourse et il démarre dans la vie. Mais ce genre de crédit que les nouvelles banques BRICS ils vont vouloir faire les bénéfices comme le FMI. Donc c'est pour ça que je dis ces gens ne nous offrent pas une alternative. En tout cas, ils ne nous le montrent pas encore. Si c'est pour faire comme les autres, je dis que les Chinois dans nos pays font pire que les Français. Donc est-ce qu'on peut accepter cela? Mais je ne sais pas si c'est un effet du franc CFA, mais je constate quand même que dans les autres pays qui n'utilisent pas de franc CFA, les investissements chinois sont vraiment rendre service aux populations. Donc voilà ce que je souhaitais dire. Que ce monsieur fasse sa tournée, c'est son rôle. Que nos premiers ministres ou nos ministres des Affaires étrangères fassent pareil, qu'ils aillent là où il faut pour chercher la connaissance et nous ramener ça ici pour que nous vivions mieux. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. Merci à vous également, cher Gallo Célie. J'ai pris quelques notes. Certainement, Pascal Taguia donnera des réponses à votre préoccupation tout à l'heure. Prenons deux autres appelants. Abou d'Angleterre qui revient à la charge. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Abou, bonsoir. Bonsoir, mon très cher frère. Je suis tellement content de te revoir. En tout cas, je peux saluer à beaucoup de différences et je confirme, Bachir, vous êtes le meilleur journaliste du monde. Je salue tous vos invités de marque avec différence, en particulier Batengene Jonathan, le brillantissime, et le technicien signé, tous les appelants. Et une fois que j'ai dit cela, en ce qui concerne la problématique de ce soir, vous savez, nous, néo-panafricanistes et puis socialistes, nous disons que la coopération de la Chine et de l'Afrique, comparée à celle de l'Occident à l'Afrique, il n'y a pas photo. Nous disons que la coopération chinoise et africaine, elle se fait dans un commerce doux, c'est-à-dire que sur le plan de business, c'est-à-dire avec respect. Et nous, dans la forme, nous sommes contents de cela parce que nous disons que les socialistes et les Chinois, qui ont à peu près le même passé que nous, ils viennent et on parle intérêt à intérêt. Vous comprenez? Donc, nous disons, dans le truc comme on appelle ça même, le faux procès qu'on fait aux Chinois, vous dites que nous quittons un maître à un autre maître. Nous disons que ce procès-là est un faux procès parce que la Chine, c'est un choix. On a choisi d'aller vers la Chine. Alors que l'Occident, on n'a jamais choisi vers l'Occident. On a été forcé d'aller vers l'Occident. Donc, déjà,
il n'y a pas photo. Déjà, il n'y a même pas comparaison à faire entre un choix et puis un truc, comme on appelle ça même, un choix forcé. C'est-à-dire pas un choix, mais une relation forcée. Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est ce qu'eux-mêmes, ils disent, le mariage forcé n'est pas bon. Donc, nous disons que dans ce faux procès qu'on fait à la Chine, moi, par exemple, je prends l'exemple du Ghana. Au Ghana, quand vous venez déposer votre entreprise, le PDG peut venir de votre pays, mais le DG doit être ghanéen. Donc, ça a été légiféré par Jerry Rawlings dans la constitution ghanéenne. Vous comprenez? Donc, c'est à nous, c'est pas à nous d'attendre que la Chine nous donne le transfert de technologie. C'est à nous de légiférer dans nos constitutions nos intérêts. C'est à nous de dire que si dans nos constitutions on écrit blanc sur noir que vous, entreprise chinoise, quand vous venez, votre PDG peut être chinois, mais votre DG doit être du pays africain qui vous reçoit. Donc, vous n'avez pas le droit d'avoir des types de vos ingénieurs qui viennent de la Chine, mais tout comme 90% des ingénieurs doivent venir du pays africain. Donc, c'est une question de volonté politique. Vous comprenez? C'est pourquoi que nous, les néo-panafricanistes, nous avons dit que il ne peut qu'avoir réel développement en Afrique si on tient notre souveraineté politique. C'est pourquoi que nous avons dit que dans l'hierarchisation des combats, on a pour milieu le combat de l'affranchissement contre la France, c'est-à-dire de s'affranchir de la France, d'obtenir notre souveraineté politique d'abord, avant d'entamer celle qui est économique. Donc les Chinois, à tout point de vue, sont un modèle pour nous. C'est un modèle que nous doit copier. On ne doit pas être là à leur faire un faux procès de dire qu'eux doivent nous donner la technologie. Eux qui leur a donné la technologie. Eux ils se sont renfermés sur eux-mêmes. Ils ont légiféré, par exemple, et on ne peut pas aller s'installer en Chine sans suivre toute conversion. Donc, quand les autres pays vont faire de la Chine leur usine pour venir fabriquer leur machin là-bas, les Chinois copient tout ça. Ils font à côté, ils prennent la technologie et ils copient la technologie. Et c'est comme ça que, petit à petit, ils se sont fait eux-mêmes leur propre technologie. Donc, à nous aussi de faire pareil. Quand les Chinois viennent s'installer chez nous, on doit légiférer dans nos constitutions que, voilà, notre constitution dit que vous ne devez pas 90% des locaux, des travailleurs locaux dans votre industrie et de facto, les ingénieurs vont apprendre leur technologie et c'est comme ça qu'on copie. Donc partout, ça a été comme ça. La technologie, ça arrache. On n'attend pas que les autres donnent. Et les Chinois ont été colonisés comme nous, ils ont souffert comme nous. Donc, ils ont gagné leur technologie. Nous aussi, à nous de gagner notre technologie en étant sérieux dans notre constitution. Merci, très cher Abou d'Angleterre. Allez, merci à vous, Alors, on n'a plus que 7 minutes avant de refermer cette édition et Pascal Taguia doit parler, y compris Jonathan Batenguine. Donc, donnons la parole au dernier appelant. C'est Jean. Il nous appelle des États-Unis d'Amérique. Bonsoir, Jean. 5 minutes, ok. Je salue les techniciens, je salue vos invités, et Jonathan, Pascal, Talo. Je salue aussi les intervenants, Gallo et Bachir. D'abord, avant d'entrer de jeu, je m'avais dit aux Béninois qui viennent de faire leur élection législative et la France, avec leurs médias, essaie d'intervenir, de donner, c'est-à-dire d'influencer sur les résultats, sur les façons de résultats, que les Béninois se mettent sur les gardes. Parce qu'il y a des pro-français au Bénin qui sont tellement français que les Français et qui pensent que avec les miettes qu'on leur donne comme corruption, ça va régler leur vie et la vie des populations béninoises. Méfiez-vous, soi-disant opposition. Je ne sais pas en quoi vous êtes opposant. On ne sait pas en quoi on vous appelle opposant. Si c'est pour prendre l'argent de la France, l'air n'est plus à ce stade. On a dépassé ça. Alors, soyez vous-même. Que le sang de Béazin, de Kérékou circule dans vos veines. Vous avez reçu, surtout de Kérékou, vous avez reçu beaucoup de lui. La révolution. Que personne ne vienne vous intimider. Je ne vais pas trop aller là-bas. Je m'arrête d'abord. C'est un coup de gueule. Maintenant, revenant sur la question, oui, comme l'a dit Tarek Gallo,
il y a notre façon d'aborder les relations, notre relation avec d'autres partenaires, outre que les partenaires habituels, est influencée du fait que nous sommes moulés dans le savoir-faire, ou bien je ne sais pas, dans le système occidental. Et on nous a masturbé le cerveau qu'on ne sait plus. Il y a surtout ceux qui nous dirigent, ceux qui peuvent prendre des engagements sérieux, déraisonnent. Se basent sur ce que l'Occident a fait. Non. Nous devons prendre une autre méthode pour aborder cette relation avec la Chine, qui nous doit du respect et qui doit nous respecter. Alors, Bachir, comme le temps passe, vous voyez, c'est très simple. La Chine cherche les marchés pour pouvoir vendre ses produits et en même temps profiter de nos ressources et du sous-sol. Peu importe, c'est pas trop grave. C'est à nous maintenant de nous prendre au sérieux pour aborder cette question avec du sérieux, avec l'intention que je veux que moi aussi, ma population, bénéficie de ce que je fais, de la relation que je tisse avec la Chine. Bachir, nous sommes des humains, vous verrez, l'Afrique est capable. Vous verrez qu'il y aura de nouvelles méthodes pour pouvoir le faire et gérer cela malgré les blessures que nous avons reçues dans nos cerveaux. Et nous disons aux Africains qu'il ne peut jamais, comme le disaient vos invités, surtout Barakaï le dit aussi, il ne peut jamais avoir une relation gagnant-gagnant avec l'Europe, avec l'Occident. Jamais. Avant que nous n'arrivions à cela, l'Occident doit nous rendre compte de ce qu'il a fait en Afrique, des blessures qu'il a portées aux Africains. Jusqu'à aujourd'hui, il doit passer par le jugement avant qu'on ne parle de relations, nouvelles relations, gagnant-gagnant, parce qu'il n'a pas l'intention de ce gagnant-gagnant-là. Il ne sont pas dans ce système. Alors, vous qui raisonnez que si la France vient avec cela, une méthode de gagnant-gagnant, la France ne peut jamais venir en Afrique avec l'idée de gagnant-gagnant. Merci en tout cas, Jean Sacono, pour la contribution. Merci à vous pour cette contribution. Alors, plus que 2 minutes et demie, disons 3. Pascal Taguia, je vais commencer par vous et on va refermer avec Jonathan Batengeni. Est-ce que vous partagez le pessimisme, sinon le scepticisme de notre ami Gallo Sedi qui appelait tout à l'heure? Oui, je vais aller droit au but. Nous sommes aussi un canal d'éducation pour l'Afrique. On nous écoute et nous devons nous assurer que nous disons des choses qui tiennent debout. Je crois que les extrémismes, nous devons les éviter. Et la procédure, c'est que quand nous approchons, quand nous parlons gagnant-gagnant, on n'impose pas. Celui qui marche selon le gagnant-gagnant, on avance avec lui. Alors, si aujourd'hui la Chine est à 16%, quand vous parlez d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, c'est quand même 16%. Il faut tenir compte. 16% de croissance, c'est-à-dire, et ce chiffre ne fait que monter. C'est dire un peu dans quelque part, quelque chose marche. Alors, je reviens un peu à notre auditeur qui a dit la Chine, c'est un peu comme l'Europe et cela. Non. Oui, Gallo-Sedi. Celui qui l'a suivi a dit un mot très important, qui est en fait à la mode actuellement. Le développement s'arrache. Tous les Africains, nous devons avoir cela en mentalité. Le développement s'arrache. Il n'y a pas de fleurs. La jungle n'a pas changé. C'est à nous de le comprendre. Il s'arrache. Maintenant, il a parlé ensuite du modèle économique chinois. Moi, j'aime toujours prendre des exemples très simples. Les motos chinoises qui sont devenues la mode, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique, partout dans les contrées. Les taxis ont été remplacés quand vous allez au Bénin, dont il parle à Cotonou. Je me rappelle, je n'avais pas vu de couleur de taxi, très organisé. C'était les motos et tout cela. Quand elles apparaissent, il y a environ 20 ans, la psychose que l'Ouest nous a fait paraître, c'est que c'était des motos qui étaient fragiles, qui ne pouvaient pas tenir. Tout à fait. Parce que les Yamaha se vendaient, voilà, les Yamaha se vendaient dans les 2 millions. Alors, quelles sont ces motos qu'on vient vous placer à 250 000, 300 000? Alors, graduellement, messieurs de l'Ouest, aujourd'hui, c'est ces motos-là qui transportent dans les plus mauvaises routes qu'on ait ici, en Afrique, dans nos villages. Elles nous donnent
entière satisfaction. Si vous allez plus récemment, quand les gros bus de transport sont sortis, la même chose, la même psychose est allée jusqu'à ce que le monsieur, ou bien je me rappelle, voilà, puis ça ne va pas prendre feu. Ouais. Je me rappelle en Guinée équatoriale, au moment c'était au moins 60% des bennes et tout, c'était chinois. Et elles pouvaient même porter plus que les bennes qui venaient de l'Europe. Et elles portent plus que les bennes qui viennent de l'Europe. Donc, je le dis, comme la première chose, je l'ai dit, il faut savoir, le développement s'arrache. Maintenant, je vais encore prendre un autre exemple terre à terre, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Je prends cet exemple. Prenez deux entrepreneurs. Un entrepreneur occidental qui arrive en Afrique. Je ne juge pas. Il vise quoi? Il vise un hôtel de grande classe, 4 étoiles, 5 étoiles, où il s'assoit et il fait son marché. Prenez les Chinois, ils viennent mettre le conteneur. Ça, c'est des valeurs qui viennent un peu de l'Afrique. Le problème, je vais conclure par là, Bachir, le problème, c'est la prétention où on nous a moulés. La prétention où nous a moulés, même l'homme du gouvernement, quand il est nommé, quand il rentre dans son village, on regarde le véhicule qu'il porte. Est-ce que c'est une Mercedes? Est-ce que c'est une Range Rover? Est-ce que la prétention? Nous n'avons même pas de route. Mais qu'est-ce qu'on regarde et quelques temps après, on lui dit, mais tu as déjà fait 2 ans, tu n'as même pas construit. C'est-à-dire que le cahier de charge n'est même pas tenu en compte parce qu'on nous a moulé en cela. Et je clôturerai aussi en parlant de l'unité sera la seule solution. L'Afrique, tant qu'elle n'a pas compris, tant que l'Afrique du Nord, de son côté, s'est dit, nous sommes blancs, allez rejoindre l'Europe. Donc, choisissez et allez là-bas. Mais l'Afrique noire, nous allons comprendre que si nous ne sommes pas unis dans ce combat qui est réel, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'aide. Il y a une réalité, le développement s'arrache et nous devons aller ensemble pour l'arracher. C'est la seule chance que nous aurons. Et en regardant les yeux dans les yeux, est-ce que vous les Chinois, vous comprenez nos réalités? Nous avons assez d'or pour mettre sur place notre propre monnaie. On a des pampins comme notre type de Ouattara, de la Côte d'Ivoire, mais qui vont être dégagés. Parce qu'une fois que le même vent qui a balayé le Mali et qui va en Burkina Faso et qui est en train d'aller qui va même en train d'atteindre le Niger, une fois que ce même vent va prendre, toutes les populations seront derrière le leader. Merci Pascal Tagia. Jonathan Batengene en définitive. Tout à fait. Il faut noter qu'on reproche beaucoup à la Chine parce que c'est les clichés que vend l'Ouest. Oui. Et l'un des reproches qu'ils font, c'est très médiatisé. Ça concerne les terres arabes. Alors nous allons donner l'information pour que les Africains le sachent. L'Afrique a 600 millions de terres arabes. 600 millions. Nous avons 60% des terres arabes du monde, de la planète Terre. 60%. C'est 600 millions de terres arabes en Afrique. Les terres qui ont été bradées, l'Afrique est championne dans le marché des terres arabes. 40% du marché est occupé par l'Afrique. Mais soyez rassurés, ces 40% jusqu'à présent, c'est 13,7 millions de terres arabes. 13,7 millions de terres arabes. Bon, faites maintenant le ratio dans 600 millions. On n'est même pas dans 10%. Donc, le discours qui vise à vouloir noircir la relation avec la Chine, en utilisant des médias locaux même, pour donner l'impression que les Chinois sont venus prendre toutes les terres. Et c'est des prédateurs. Il faut le récuser. C'est un discours à botter en touche. Je prends un autre cas, la RDC. Lorsqu'il fallait investir 2 milliards de dollars pour exploiter les minerais à l'est de la RDC, les pays occidentaux se sont rétractés. Toutes leurs entreprises ont dit c'est un peu trop cher. Et puis il n'y avait pas de route. C'est la Chine qui a décidé de mettre de l'argent. Elle a mis cet argent, elle a créé des routes là où il n'y en avait pas pour exploiter ces minerais. Les Chinois ont un avantage, c'est qu'ils apportent sans conditionnalité les fonds nécessaires à notre développement. Et pour tous les Africains qui aiment toujours répéter comme des perroquets, droits de l'homme, sachez-le, je le dis encore ce soir, les États-Unis en 1871, quand ils exploitaient les minerais et ils exploitaient le pétrole dans le Texas et dans toutes ces zones de l'Ouest états-unien. Il y avait des enfants qui travaillaient dans ces mines.
qui travaillaient. Le voreux, c'est pas nous qui avons écrit. Non, pas pour encourager quand même. C'est pas nous qui avons. Non. Je sais pourquoi je le dis. C'est pas nous qui avons écrit Germinal. Oui. Germinal de Zola, le voreux, c'était des enfants. L'Europe ne s'est pas développée avec les droits de l'homme. Soyons réalistes. Si nous voulons du beurre, il faut trimer pour avoir ce beurre. Les Africains doivent prendre fait et cause pour leur avenir. Et pendant cette phase de développement importante, il y a des sacrifices que nous devrons faire. Donc, nous ferons des concessions à un certain moment parce qu'il faut atteindre un certain seuil. C'est à partir d'un seuil économique qu'on peut se targuer de prendre un certain nombre de mesures qui sont des mesures dites sociales ou humanistes pour tout le monde. Mais pour l'instant, l'Afrique est encore au niveau où il faut qu'on trime pour parvenir à ce seuil-là. Et pendant ce temps, on n'a pas assez de moyens. On a des partenaires comme les Chinois, on a des partenaires comme les Iraniens, comme la Russie, comme les Vénézuéliens. Choisissons de travailler avec eux parce que ceux-là ne viennent pas avec les mêmes méthodes que les Européens. Les Européens sont en train de pleurnicher parce qu'ils perdent des parts de marché sur tous les grands marchés de matières premières. Merci Jonathan Batengene, merci à Pascal Taguia, coach Talo et à tous ceux qui nous ont suivis. Eh bien, prochaine émission demain quand il sera 17h30 en temps universel et donc 18h30 heure de Douala. Bonne suite des programmes. C'est